L'histoire dira un jour son mot. Mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à Bruxelles, Paris, Washington ou aux Nations Unies. Mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Patrice Lumumba. En Afrique, il existe un savoir scientifique extrêmement solide. Les Égyptiens anciens n'ont jamais adoré le soleil. Le dieu Ré est en effet un dieu du volcan. Voici l'une des révélations détenues dans cet ouvrage intitulé « L'Égypte ancienne, l'Afrique et le volcan ». Pour nous en parler, nous recevons ce soir son auteur, le chercheur Ousseynou Ndiaye. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez sorti c'est un ouvrage qui n'a pas encore été édité. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qu'on parle d'un ouvrage qui n'a pas encore été édité. C'est quoi les tracasseries que vous avez eues pour cette édition? Pourquoi depuis 2006, je crois, vous ne parvenez pas à éditer ce livre? Je pourrais peut-être vous poser la même question, parce que je n'arrive pas à comprendre, ou alors je comprends que je suis un peu trouble-faite. Parce que c'est un ouvrage qui pourrait un peu déranger, disons, le monde de voilà, de l'égyptologie. De l'égyptologie également. Parce que vous parlez du dieu Ra, du dieu Ré. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, donc tout le monde, nous, on nous a tous appris que c'était le dieu soleil. Donc Amon-Ra, vous dites que c'est pas un dieu soleil et que c'est un dieu volcan. Là, vous révolutionnez complètement l'égyptologie. Absolument. Donc je vais à l'encontre de ce que l'égyptologie classique a développé sur Ré, dieu du soleil, et toute l'égyptologie, n'est-ce pas, sur toute la planète. Et je vais aussi à l'encontre d'un statut quo, disons, d'un establishment qui veut que les pays anciennement colonisés restent en Afrique, au sud du Sahara, encore sur les traces de l'ancien colon. Nous avons des langues officielles étrangères. Et aucun pays au monde ne s'est jamais développé avec une langue étrangère. Ça remet en cause énormément de choses. Je comprends. Je vous apprends que le secrétariat perpétuel de l'Académie des sciences est logé à la présidence. Voilà. Donc bien logé, surveillé. Voilà. Donc, vous parlez tout à l'heure des langues nationales. C'est vrai qu'en dehors de la théorie que vous développez ici par rapport au volcan Ra, vous parlez aussi du Wolof, du fait même qu'on pourrait dire que les Égyptiens anciens parlaient le Wolof. Parce Absolument. Que toutes les similitudes qu'il y a là dans votre livre. Absolument. Même un peu par rapport au générique Ra, vous parlez de beaucoup de volcans qui ont ce genre de générique. Mandara au Cameroun, il y a Tarawera, Nouvelle-Zélande, Arara, Turquie, Mara, Soudan. Donc vous étayez un peu, on voit à travers des illustrations, des images, que parfois, c'est vrai que l'éruption volcanique a été un peu symbolisée à travers des couronnes et des choses comme ça en Égypte ancienne. Et peut-être que pourquoi les gens n'ont jamais fait ce rapprochement? C'est la recherche qui est ainsi faite, c'est-à-dire que vous découvrez une chose que vous considérez comme vraie, que vous enseignez, qui sont des choses qui sont dans les livres, qu'on enseigne, n'est-ce pas, dans les écoles, des choses qui sont fausses, et vous vous trompez de bonne foi, parce que c'est par rapport à votre culture que vous analysez, n'est-ce pas, l'histoire d'autrui. Parce que peut-être l'erreur si je peux appeler ça peut-être erreur, que les égyptologues ont fait, c'est principalement
à cause du réservoir magmatique qui était symbolisé par une sphère, peut-être comme vous le dites, et tout le monde a cru que ce réservoir magmatique, c'était le soleil. Donc vous dites que c'est le réservoir magmatique. Il y a des illustrations où on montre un peu les rayons du soleil. On a l'impression que ce sont des rayons qui vont de haut en bas. Vous dites que c'était pas les rayons et que c'était des coulées de lave. Absolument. Bon. Pour commencer, les gens peuvent se tromper de bonne foi. Mais parfois alors, c'est par rapport à leur culture, à leur climat, parfois qu'ils se trompent. Mais parfois c'est délibéré. Je vais vous lire deux définitions d'un animal qui n'existe que chez nous. Et malheureusement, moi je ne sais pas le dire dans ma langue. Et je suis sûr que parmi les gens qui sont ici, cet animal n'est qu'africain, le zèbre. Qu'est-ce qu'il sait comment on dit zèbre dans sa langue? Et il n'est qu'africain. Il ne vit pas ailleurs qu'en Afrique. Vous avez perdu. Alors que votre ancêtre, n'est-ce pas, croisait le zèbre peut-être plusieurs fois quand il sortait pour aller au champ. Voilà ce que dit le dictionnaire Larousse à propos du zèbre. C'est de façon délibérée. Le Larousse dit, à propos du zèbre, excusez-moi, dit, voilà, il dit mammifère ongulé d'Afrique voisin du cheval. Le dictionnaire universel, toujours français, dit mammifère africain proche du cheval. Il n'y a rien de plus faux. Le zèbre ne ressemble pas au cheval, il ressemble à l'âne. À l'âne. Et quand on parle du zèbre, on parle de jument pour la femelle, on parle de poulain pour le jeune. Et c'est complètement délibéré. Ce n'est pas. Morphologiquement, le zèbre est un âne. Il braie. Peut-être un peu plus faiblement que l'âne domestique, mais c'est un âne. Donc ici, n'est-ce pas, l'erreur est tout à fait délibérée. Et quand nous lisons ça, nous disons que n'est-ce pas, c'est vérité d'évangile, et nous acceptons, encaissons sans réfléchir. C'est un âne. Et en Wolof, il y a un mot, Oui, il y a un mot. Fallou, zèbre, baralé. Et merci. Et le Coran, n'est-ce pas, nous départage. Parce que dans le Coran, dans la sourate Al-Mudaththir, en parlant des proies du lion, Dieu dit, à propos n'est-ce pas, des infidèles qui fuient comme le zèbre devant le lion. Il dit farrat min qaswara, farrat ka'annahum humrun mustanfira, farrat min qaswara. Merci. Donc humrun. Nous avons un chroniqueur qui est Hafizul Quran, donc ça aide. C'est bon ça. Merci. Merci monsieur. Donc ça fait humr. Humr c'est de la même famille que himar. Donc c'est l'âne. Dieu ne peut pas se tromper. Donc il nous dit que c'est un âne. Voilà. Donc en tout cas un animal proche de l'âne. C'est pas un cheval. Bon, pour ce qui est de ré, mais on ne peut pas imaginer en Afrique les gens adorer le soleil parce que c'est un pays où il fait extrêmement chaud. On ne peut pas adorer quelque chose qui est banal. Le soleil, n'est-ce pas, est visible pratiquement 365 jours sur 365. Donc il est accablant, il est oppressant. Donc la chaleur, donc, dans l'esprit de l'Africain, est une valeur négative. Tandis que, n'est-ce pas, le froid est une valeur positive. En français, traduisez, mesdames, messieurs, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. C'est de l'Europe. Il dit chaud, moi je sedd. Ça fait chaud au cœur, moi je sedd na xol. Xam nga
li ñuy wax benn la waaye ni ñu koy waxee dafa waroo. et tàng xol c'est le contraire. c'est le contraire c'est le contraire. bu tàngal sama xol. bu tàngal sama xol fii ici Marguerite Divin elle est française. Elle a écrit Contes et légendes de l'Égypte ancienne. Elle a traduit les concepts littéralement sans chercher, n'est-ce pas, à le traduire dans l'esprit européen. Elle dit le cœur de Sa Majesté se rafraîchira. Donc elle a traduit, n'est-ce pas, exactement comme les Égyptiens disaient. Et ça fait, et sur un intervalle de plusieurs milliers d'années. Elle dit j'ai assemblé mes amis pour qu'on me trouvât une distraction, quelque chose qui me rafraîchisse le cœur. Et c'est une Française. Donc elle dit normalement dans sa culture quelque chose qui me réchauffe le cœur, réchauffe. Donc il y a fondamentalement, n'est-ce pas, deux visions, n'est-ce pas, qui sont fondées sur des cultures qui sont spécifiques. Marguerite Divin dit je lui ferai sentir le poids de mon bras. ni ngeen koy tekkee. sama diisaayu loxo. waaw kay danaa ko wan sama diisaayu loxo. Et elle est française, elle traduit de l'égyptien directement avec l'expression égyptienne. Ra est un volcan. Waa rafet. Fait. Éclaté. ma dugg tuuti ci wolof bi waaw dafa mel ni gis ngeen seen kii bi bouteille kii bégu gaz bi am na bonbonne ñu jàpp ne kooku moom mooy le réservoir magmatique c'est mooy ndaare c'est la dernière étape avant l'éruption. L'éruption elle-même se dit tak, le commencement. Le paroxysme se dit takarnasé et l'accalmie se dit tek. Donc tak, takarnasé, tek. Donc si la lave seen bégu gaz bi am na benn gicleur. Dans le cadre du rafet, on appelle ça un bouchon de lave. Donc c'est qui bouche la cheminée. Noonu lañu koy woowee en français. En wolof on dit saañ. Léegi la cheminée elle-même se dit tuq. Le cratère gën. Ouais, moi ça vient de génn, c'est-à-dire sorti. Donc tuq. C'est des mots wolof, pas des mots égyptiens. Égyptien. Ah, c'est des mots égyptiens. Oui, égyptien, wolof. Je vous assure. Tous les mots que vous avez mis, par exemple, les mots que je vois dans votre ouvrage, c'est-à-dire, comme quand vous dites rhum, c'est oxygène, c'est de l'égyptien ou bien c'est du wolof? C'est du wolof. Quand je dis que l'Égyptien parlait wolof, mais je suis sûr que c'est des mots également égyptiens. Parce que l'Égyptien ne disait pas Ramsès, il disait Phara Biram. Phara, le pharaon, Biram. Biram. C'est de l'égyptien, Phara Biram. Oui, Phara Biram. Vous avez vu dans le livre, oui, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu le cartouche, on dit un cartouche, c'est-à-dire la forme ovale où est inscrite le nom du souverain. On appelle ça un cartouche. Dans le cartouche de Phara Biram, vous avez bien vu, n'est-ce pas que c'est écrit Phara Massiré, c'est écrit Biram Daraman. Donc Phara Biram, il disait pas Ramsès, il disait Phara Biram. Donc on y va. Vous avez donc la cheminée bouchée par un bouchon. Dans le cas d'une éruption du type rafet, rappelez-vous que le français aussi peut dire une beauté éclatante. Donc la lave fluide perce le bouchon de lave. Comme ci seen gicleur ou gaz boobu. Pour le gicleur, pour votre gaz, vous avez une résistance matérielle. C'est le plafond n'est-ce pas, du bec. Donc quand ça sort un filet, le filet s'écrase contre la paroi, n'est-ce pas, du plafond du bec et éclate sur les pores. Donc
Donc c'est pourquoi on dit Ra fête. Ra muy fêter. Donc c'est la raison également pour laquelle on dit Tar. Tar, la beauté, est de la même famille que Tal. Il y a un volcan aux Philippines qui s'appelle Tal. Il y a un volcan au Japon qui s'appelle Tarumai. Donc la beauté éclate. Et vous avez le ragal. Ra fu muy galle xam ngeen xale buy galle nu muy def ndax daf leen ko yëgal dafay toog ci ak rek mu daal di ñëw. C'est le type, on appelle ça le type hawaïen. Le Rafet, c'est le Strombolien. Le Stromboli est un volcan de Sicile, d'Italie. Tu vois, qui nous passe qu'il y a ce type d'éruption. Donc, il y a le Rafet, Ragal. Ragal qui atténué donne Regel, faire la cuisine. Donc, dans le cas de l'éruption Ragal, la lave, n'est-ce pas, se trouve une sortie qui n'est pas nécessairement, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le cratère principal, sommital. Parfois, c'est une fracture radiale qu'elle trouve et elle s'écoule doucement, sans explosion, sans projection. C'est pourquoi c'est un peu dangereux, parce qu'elle peut surprendre, parce qu'elle est très fluide et basaltique. Donc il y a le Ra, Bach. Donc, Ra qui bouillonne. Rabat. Prenez ensuite, quand vous sortirez d'ici, votre ordinateur, tapez sur votre moteur de recherche ces volcans que je vais vous indiquer. Il y a des volcans. Il y a un volcan en Égypte qui s'appelle Boyna. Boyna. Il y en a deux. Au Mexique et au Guatemala qui s'appelle Tacna. Et en Italie, Ragalna se trouve sur les pentes de l'Etna. C'est un volcan sicilien, Ragalna. Bon, si vous lisez l'hymne à Ré ou l'hymne à Ra, traduit par François Doma. François Doma est égyptologue français, il est décédé. Là, il enseignait à l'université de Montpellier. Les Français ont beaucoup de considération pour ce monsieur. Il était vraiment brillant. Donc il a traduit l'hymne à Ré, écrit par les Égyptiens anciens. Un centre de recherche à Montpellier porte le nom de François Doma. Donc c'est magnifique. Bon, quand vous regardez ça, vous comparez avec n'est-ce pas, la description de Haroun Tazieff de sa première expérience d'une éruption volcanique le 1er mars 1948, c'était au Congo belge et le volcan s'appelait Nyamuragira. Ça se termine par un Ra. Vous comparez la description, n'est-ce pas, égyptienne et celle de Tazieff, n'est-ce pas, sur quelques 3000 ans de différence, mais on est effaré. On est effaré. La parole à mes camarades. Donc vous, il y a toujours une origine à une adoration. Donc l'origine de l'adoration, c'est certainement un volcan qui se trouve en Afrique. Vous avez parlé de la chaîne de volcans, le Rwenzori. Le Rwenzori. Oui. Donc vous pensez, parce que d'aucuns disent que c'est la source du Nil, vous pensez que c'est le fait que ce soit la source du Nil que les Égyptiens ont toujours considéré que c'était en fait la genèse de leur création, peut-être la création des Nubiens et des Égyptiens après. Oui, c'est-à-dire que vos ancêtres, c'est nos ancêtres, nous tous, n'est-ce pas, et sont tous adorateurs du volcan. Tous ceux qui sont ici. Je peux vous donner des noms de famille, qui sont en Ré ou en Ra. Vous allez voir que, n'est-ce pas, que tous les Africains sont adorateurs. Il n'y a pas de Tunkara peut-être. Oui, Ndiaye, je peux convertir. Je fais Ndiaye égale Diatta, Diatara. Non, c'est Diatta égale Ndiaye. Nous, c'est pas Ndiaye. Voilà. Bon, comme Gassama, je mets Gassama égale Djabi, Djabira. Voilà. Bon, l'adoration des volcans n'est pas une chose, n'est-ce pas, dépourvue de sens, parce que vous savez,
vous savez, les volcans ont été là au début de toute la création. Oui, mais ils sont terrifiants quand même. Terrifiants. Donc pourquoi Mais Dieu est terrifiant. C'est lui qui a créé les volcans, qui a créé les inondations, n'est-ce pas, qui a créé les tsunamis, les tremblements de terre. Mais par exemple, si on vient un peu, c'est-à-dire si on vient, on en vient à l'aspect peut-être religieux, c'est peut-être pas le but, mais si on en vient à l'aspect religieux et qu'on nous dit que on est tous créés d'Adam et que Adam il faisait partie, c'était lui le premier homme sur terre. Si on en revient à ça et qu'on sait que l'homme a été créé, l'homme est né en Afrique. Quoi qu'on dise. Donc si on se dit que ces premiers hommes-là étaient en Afrique, ils n'étaient forcément pas adorateurs de volcans, puisque Adam, lui, n'était pas adorateur de volcans. Oui, c'est-à-dire, disons, adorateur, Adam. Non, parce que vous parlez dans votre livre du cas de Noé, que vous appelez Yag. Il y a beaucoup de noms. Yagmar. Il y a beaucoup de noms. Mais lui n'était pas adorateur de volcans. Oui, mais son peuple était adorateur de volcans. Donc, il n'est pas, il leur interdisait d'adorer des volcans. Tout à fait. Voilà. Et les volcans ont puni l'expédition d'Abrahata qui voulait casser la Kaaba. Quand on parle quel volcan? Je vois par contre, la description de cette sourate, c'est la parfaite description d'un bombardement. Bombardement, c'est un bombardement. Oui, mais donc, mais c'est pas des volcans. Des volcans. Il y en a en Arabie Saoudite. Il y en a à l'est de la Mecque. Parce que lorsqu'on voit la description, c'est des oiseaux qui avaient sous leurs ailes ce qu'on peut appeler des obus et qui ont bombardé purement simplement. Moi, je me serais dit peut-être que c'était des bombardiers, mais pas des volcans. Absolument. Quand on dit Sijil dans le Coran, c'est toujours le volcan. Quand on dit Sayha Wahida, c'est toujours le volcan dans le Coran. Donc c'est des volcans qui ont puni, n'est-ce pas, l'expédition de Abrahata. Bon, à savoir, n'est-ce pas, qu'il y avait en Afrique il existe un savoir scientifique extrêmement solide. Je suis allé jusqu'à dire comment on dit une cellule, un atome, avec toutes les etc. Ça, moi, j'ai trouvé un peu cette démonstration assez fascinante. Quoi. Voilà. Parce que quand on nous dit que nos langues ne sont pas scientifiques, on ne peut pas véhiculer ça. Alors qu'à la base, on voit que la langue wolof est essentiellement scientifique. Elle est très scientifique. Par exemple, l'exemple que vous donnez quand on dit Aduna Wurngel Cup. Oui, c'est ça. Ça veut dire quelqu'un qui dit Aduna Wurngel Cup, c'est qu'il sait éminemment que la Terre est ronde. La Terre est ronde. Voilà. Parce que Wurngel c'est déjà rond. Et puis Cup, c'est une sphère. C'est une sphère, n'est-ce pas? C'est de la même famille que couper le ballon. Vous voyez que. Et quand on dit Dembe, donc c'est hier, donc c'est parti. Comme quand on dit Sank, donc c'est Sankuna. Donc il y a quelques minutes, il y a quelques Sank. Donc Dembe c'est Demna. Voilà. Berki Dembe. Ber, c'est un congé périodique. Par exemple, le 25 décembre de chaque année, n'est-ce pas, de Ber. Donc c'est la Terre qui tourne, n'est-ce pas, autour du Soleil pendant 365 jours. Donc Ber. Et même si c'est sur une semaine, c'est toujours Ber. Donc Berki, c'est un inversif. C'est-à-dire, c'est comme quand on n'est-ce pas, fait tourner une cassette en sens inverse. Donc c'est ça. Ber, c'est ça. Berki, c'est ça. Donc quand on dit Ber, c'est un mouvement, n'est-ce pas, de rotation. Et Berki, c'est également un mouvement de rotation. En sens inverse. Nous avions reçu ici une dame qui était assise là où vous êtes installé aujourd'hui, Diabou Bessan, qui a fait un excellent documentaire sur les moments de l'indépendance. C'est-à-dire les dames qui ont été très courageuses, qui ont été au devant de la lutte pour l'acquisition de l'indépendance et qui aujourd'hui sont oubliées. Nous pensons que l'indépendance, c'est Senghor, Mamadou Dia, Lamine Gueye, Ngalandou Diouf, alors que ces bonnes dames étaient là au devant et puis se sont battues comme des lions pour que nous ayons l'indépendance. D'ailleurs, en 58, quand les hommes allaient à Cotonou pour le fameux congrès, il y a des hommes qui étaient contre l'indépendance, mais toutes les femmes étaient pour l'indépendance. Ok, donc c'est encore un moment pour leur rendre hommage. Et Diabou Bessan a montré le professeur Ibader Thiam dans
dans le documentaire qui dit oui, c'est vrai, il y a des dames qui ont été très courageuses, qui les citent, et Diabou lui pose la question, mais pourquoi ces dames ne sont pas connues, sont aujourd'hui aux abonnés absents? Et Ibrahima Thiam dit, mais parce que le Sénégal, jusqu'à présent, n'a pas écrit son histoire officielle. C'est une catastrophe. Jusqu'à présent, nous n'avons pas écrit notre histoire. Et c'est un professeur d'histoire qui a été ministre de l'Éducation, de l'Enseignement, vice-président de l'Assemblée, conseiller du président, etc., qui le dit. Okay? Donc, si nous n'avons pas écrit notre histoire, il n'est pas aujourd'hui, j'allais dire, curieux que vous nous sortiez des choses qui sont historiques, que nous devrions connaître, et que nous ne connaissons pas. Donc moi je pense que on doit vraiment vous donner tout le crédit que vous méritez d'avoir recherché des choses, d'avoir passé tout un pan de votre existence à sortir des choses et surtout à les étayer avec des arguments qui sont valables, qui sont objectifs. Merci. Et qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, moi je trouve que c'est une honte pour nous tous. Mais pourquoi, selon vous, Ousseynou Ndiaye, 50 ans plus tard, nous n'avons pas toujours écrit notre histoire et nous combattons des gens comme vous qui... Comme Cheikh Anta Diop, comme moi, malheureusement, parce que justement, ils gênent. Ils gênent. Vous savez, en Afrique, il y a le génocide du Rwanda. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans les milieux de la France-Afrique, on reprochait à M. Paul Kagame de parler l'anglais. On disait, dans les milieux, n'est-ce pas diplomatiques, dans les milieux, n'est-ce pas, de la France-Afrique, on disait qu'ils ont, je cite Verschave, Xavier Verschave qui dit, ils ont poussé la félonie jusqu'à parler l'anglais. Vous avez bien vu, n'est-ce pas, que dans le génocide rwandais, vous savez que M. Paul Kagame, président d'un pays francophone entre guillemets, ne parle pas français et il ne cherche pas à parler français. Paul Kagame ne parle qu'anglais. Il a été scolarisé en Ouganda. Donc il est président d'un pays dont la langue officielle est le Kinyarwanda. Donc puisqu'il parle le Kinyarwanda, il n'a besoin ni du français ni de l'anglais. Quand il parle à l'intérieur à son peuple, il parle Kinyarwanda. Et sur le plan international, quand il va à Paris, il va parler anglais à monsieur l'autre, François Hollande. Voilà. Donc avec un interprète. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est libre. C'est le seul pays avec le Burundi jusqu'à un certain point libre d'Afrique. Vous allez remarquer, regardez Africable. Regardez la partie climatique. On vous donnera le climat de tous les pays sauf du Rwanda et du Burundi. Regardez bien. Pourquoi? Boycott, parce que c'est des pays qui sont libres. Ah, ils sont boycottés. L'armée la plus disciplinée du monde, je dis bien du monde, appartient au Rwanda. L'armée la plus disciplinée du monde. Kigali est une ville très propre. Très propre. On parle de la Suisse de l'Afrique. Donc très propre. Donc l'armée la plus disciplinée, la capitale la plus propre, et la première assemblée paritaire du monde a été également celle du Rwanda. Voyez-vous? Donc c'est quelqu'un qui a renvoyé dos à dos français et anglais. Donc on a commencé par la première langue officielle, c'est le Kinyarwanda. Il y avait ensuite le français à un moment. Là-bas au Burundi, c'est le Kirundi. Donc, et à un moment, M. Kagame a dit, bon, puisque M. Alain Juppé disait qu'il n'avait rien à regretter de ce qui s'est passé avec l'opération turquoise, quand on a livré des Tutsis à des Hutus, vous avez vu ça à la télévision, on regardait les cartes d'identité, quand vous étiez, n'est-ce pas, Tutsi, on vous mettait de côté, on vous livrait à des meurtriers. Donc, et la France dit ne rien regretter. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères. Donc monsieur Kagame est fâché contre, n'est-ce pas, cette façon de voir. Donc ils sont sortis de la francophonie, ils sont allés, n'est-ce pas, au Commonwealth. Mais attention, ils ont applaudi, les anglophones ont applaudi, mais ils se sont dit après, mais celui-là, il est trop libre. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, il lâche les Français aujourd'hui, demain, il faudra nous lâcher. Donc voilà, il y a un boycott systématique du Rwanda et du Burundi. Voilà. Donc quand le M23 était en train de semer le trouble, n'est-ce pas, dans le Nord Kivu, il y avait déjà
n'est-ce pas, 350 soldats rwandais, n'est-ce pas, pour défendre la frontière ensemble avec les soldats congolais, mais là, les Congolais ne disaient pas ça. Voilà. C'est seulement à la fin, quand il a retiré ses soldats, qu'on a compris que M. Paul Kagame, n'est-ce pas, aidé, n'est-ce pas, les Congolais à combattre le M23. Je pense qu'on pourrait vous écouter pendant des heures. Juliette aussi, il y a beaucoup d'autres types de médias à travers lesquels vous pourrez au moins distiller votre science et faire de telle sorte qu'on puisse ne pas avoir aussi les mêmes problèmes qu'on a eu avec Cheikh Anta Diop, les problèmes qu'on a vus avec le professeur Pathé Diagne, qui disait qu'on pouvait aller en Amérique avec les lochos. On lui dit c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va en Espagne, on va partout avec les lochos. On l'a toujours fait depuis tout le temps. Bakary II l'a fait avant Christophe Colomb. Et quand vous dites des choses comme ça, ce sont les Africains qui les premiers vous disent que vous êtes un fou. Donc c'est vraiment dommage. Nous avons été très honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci.